En 1988, Dominique Jamais, quand vous invitez à voter François Mitterrand, pour moi, c'est lui, écrivez-vous. Alors, on vous accuse parfois d'avoir tourné kazakh, mais vous pouvez, pour votre justification, dire qu'en 81, déjà, vous aviez voté Mitterrand en 81. Oui. Pourquoi faudrait-il se justifier? On est bien en République, en démocratie. Lorsqu'il y a un vote, il y a une élection, il y a plusieurs candidats et on vote qu'il s'agit d'une municipale, d'une législative, d'une élection présidentielle, on vote pour celui qu'on estime être le meilleur. On est en 96, c'est bien ça? On peut dépassionner un peu les élections de 81, 88 et même 95. J'ai effectivement voté en 81 pour Mitterrand, qui d'ailleurs a été élu, donc je n'ai pas dû être le seul à le faire, et j'ai voté en 88 également pour lui. En 1988, après les élections présidentielles, vous êtes un peu contraint de quitter le quotidien de Paris sous l'amicale pression d'un certain nombre de lecteurs. Plus qu'un peu, oui. Vous aviez songé à prendre des responsabilités dans une équipe ou vous vouliez rester un solitaire comme vous l'aviez été auparavant? Non, disons que ça revient à notre... au début de notre conversation. Dans une république, dans une démocratie, j'estime qu'il est normal, lorsqu'il y a élection, de prendre parti. Ma conception de la vie politique et de la République est telle que je trouve ahurissant, énorme, que l'on fasse grief à quelqu'un de prendre parti, pour qui que ce soit d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça que fonctionnent les choses. Je n'avais rien prémédité. Si demain il y avait une élection, je vous dirais aussi bien pour qui je vote, quelles qu'en soient les conséquences, heureuses ou malheureuses. Je ne faisais pas partie d'une équipe, je ne faisais pas partie de l'équipe de campagne de François Mitterrand, et je n'avais rien envisagé. Donc, lorsque j'ai été licencié du quotidien de Paris, qui estimait incompatible le vote pour Mitterrand avec l'engagement politique général de ce journal, je me suis retrouvé à sec. Alors, puisqu'on a pensé à des choses pour vous, Dominique Jamais, à sec et au sec. Vous auriez préféré aller, je ne sais pas moi, diriger au ministère de la Culture le théâtre, parce que voilà un lieu où vous aviez une légitimité dont vous aviez parlé beaucoup auparavant, que de vous retrouver dans un non-lieu, la Bibliothèque de France, en gestation. Non, maintenant on peut le dire, je crois il y a un délai de prescription, c'est pas le docteur Gubler qui vous parle, hein, il s'agit de culture, il n'y a pas de secret, je pense, en matière de culture. J'ai été longtemps critique de théâtre et j'avais en effet des idées très arrêtées, très fortes sur le théâtre, dont j'ai eu la satisfaction de voir que sous Abbé Rachel et par la suite un certain nombre ont été reprises. Et effectivement, 6 mois après avoir été élu, 5 mois après avoir été élu, François Mitterrand a envisagé que je prenne la direction du théâtre au ministère de la Culture. Vous savez, je ne suis pas fonctionnaire, hein. Je l'étais encore moins. Il y a 8 ans, si je peux dire, si j'ose dire, je connaissais moins, j'avais moins l'expérience de la fonction publique il y a 8 ans que je l'ai eu par la suite. Et pour moi, prendre la direction du théâtre, ça voulait dire avoir un programme, avoir des idées et essayer de les appliquer en matière de théâtre. Donc je ne savais pas ce qu'était la suggestion des directeurs d'administration par rapport à leur ministère. J'ai eu une longue conversation avec Jack Lang. En fait, la politique que je suggérais en matière de théâtre n'était pas celle qu'il avait menée ou qu'il souhaitait suivre, et c'est une bonne chose pour l'un comme pour l'autre que ça ne se soit pas fait. Vous n'êtes pas propulsé, vous êtes nommé d'une certaine manière, vous êtes formé par un secrétaire d'État technique, plus que politique, Émile Biasini. Qu'est-ce qui vous a appris de l'administration, du travail de cabinet, du travail d'équipe? Émile Biasini a été un mentor informé et bienveillant tout au long des 5 années et demie qui ont suivi. Lui qui est un ancien de l'école de la France d'outre-mer, de l'école coloniale, l'école de la France d'outre-mer, qui a pendant des années au Centre Pompidou, à l'ORTF, puis à l'établissement public du Grand Louvre, pratiqué l'administration, lui qui était un professionnel de la chose avant de devenir secrétaire d'État, initié aux mœurs curieuses de cette planète inconnue de moi, qui est la planète administrative, la fonction publique, la haute fonction publique, avec les... Par exemple, qu'est-ce qu'il vous disait? Il me prenait les manières, hein, moi je mangeais avec mes doigts. Il me prenait à me servir d'un couteau, d'une fourchette, une longue cuillère même.
Si j'étais nommé à la tête de cet établissement public, c'était pour deux raisons. La première, c'est que François Mitterrand, qui m'était reconnaissant d'avoir pris parti pour lui, estimait aussi, à tort ou à raison, que j'avais les qualités ou des qualités en rapport avec le projet que j'étais chargé de mener. Mais la deuxième raison, c'était que très délibérément, il avait souhaité quelqu'un qui ne sortit pas du milieu universitaire ou bibliothécaire pour mener ce projet. Donc la nomination signifiait rupture. Vous ne nous avez pas dit, Dominique Jamais, ce que vous a dit le président de la République la première fois qu'il vous a parlé de la Bibliothèque nationale de France, et si vous avez senti une évolution dans les nombreux rendez-vous, parce que vous le voyiez plus souvent qu'Emmanuel Leroy-Ladurie. Vous le voyiez souvent? Je vais vous répondre, pas tellement, non, je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Je vais vous répondre très précisément, et cela prolonge ce que je vous disais, que de liaison horrible, c'est difficile de faire de la radio, hein. Ça prolonge ce que je vous disais à l'instant. En juillet 1988, et je pense qu'il y songeait, il semble qu'il y songeait depuis le printemps 88, depuis le début de 88. En juillet 88, le président de la République fraîchement réélu a annoncé au cours d'une interview télévisée qu'il voulait réaliser une nouvelle bibliothèque moderne, ouverte, recourant à toutes les techniques nouvelles, et il n'en disait pas plus. Il ne savait pas à ce moment-là, lui-même ne le savait pas, que ce serait la nouvelle Bibliothèque nationale ou un prolongement de la nationale. Quelques mois plus tard, les choses avaient commencé à évoluer, et je dirais que c'est vers la fin de 88 qu'il est devenu clair que ce serait la nouvelle Bibliothèque nationale. Il n'y avait pas de statut au départ, il n'y avait pas de... tout était ouvert, tout était ouvert. Et il est apparu que ce serait la nouvelle Bibliothèque nationale. Bon. La première fois qu'il m'en a parlé, donc en fin août ou début septembre, fin août puis début septembre 88, non, je me trompe, fin août et septembre, pas d'autre chose, fin septembre et début octobre 88, c'était essayons, voulez-vous, en liaison avec le secrétariat d'État aux grands travaux, et dès l'instant que cette mission était confiée au secrétariat d'État aux grands travaux, cela impliquait bâtiment. Ce qui n'était pas prévu forcément au départ. Acceptez-vous la mission de réaliser une nouvelle bibliothèque pour cette fin de XXe siècle? Bon. Fin 88, début 89, il était clair que c'était une extension de la nationale et une bibliothèque ayant le statut de bibliothèque nationale. Et août 89, comme je vous le disais, c'est devenu non pas clair et aveuglant, puisqu'elle reprenait non seulement l'héritage spirituel, intellectuel de la nationale, mais ses collections. Donc, évolution.